Bienvenue Barbet. Je vais commencer par une question un peu bateau mais un peu naturelle. C'est ce que j'ai posé aux autres intervenants de ces derniers jours. C'est au fond comment tu es advenu au cinéma, comment tu es entré dans le cinéma. Tu étais à Paris à ce moment-là, après avoir pas mal voyagé, d'ailleurs peut-être qu'il faut aussi en parler. Mais en tout cas, comment tu es arrivé dans le cinéma, comment tu es entré dans le cinéma? Écoute, c'est assez amusant. J'avais 7 ans, j'étais en Colombie, à Bogota, et mes parents ont dit, oui, on va l'emmener au cinéma, on va lui montrer un film de dessin animé, ça va lui plaire. C'était Bambi. Bambi, à la moitié, j'étais en larmes, mais je hurlais, j'étais absolument incontrôlable, on ne pouvait pas me garder. Donc on a dû me sortir de la salle, et ma mère a décidé, il est trop sensible, le cinéma, c'est pas pour lui. Et alors, après, évidemment, je suis arrivé à Paris à l'âge de 11 ans. Et là, j'ai peut-être vu 1 ou 2 films de Bergman à la Pagode. Et puis après, j'ai découvert la Cinémathèque. Et la Cinémathèque, 3 fois par jour, je suivais mes cours dans la journée, mais le soir, je suivais les cours que me donnaient les grands cinéastes, les rétrospectives de Howard Hawks, de Mizoguchi, tous les films, etc. Donc, tout simplement, ça s'est très facilement passé. J'admirais beaucoup les cahiers du cinéma, surtout la partie des cahiers du cinéma qui était Éric Rohmer et Jean Douchet. C'était mes 2 idoles. Et j'ai essayé de les rencontrer. Un jour, j'étais au cahier. C'est Rohmer que j'ai vu d'abord. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Si je venais avec une petite excuse de trouver un vieux numéro, etc., et de le rencontrer, je voulais le voir. Et puis, bon, on est devenus amis plus tard, et enfin, quelques mois plus tard. Et il m'a proposé de travailler avec lui sur les 6 contes moraux qu'il voulait faire en 16 mm, noir et blanc, sans argent du tout. C'est-à-dire que des films sans argent, on en entend beaucoup parler, mais on n'entend pas parler d'un film dont une scène se passe à un café, et évidemment il faut des figurants, parce qu'ils doivent être toujours à la même table dans les différents plans. Et bien, ces gens-là ont demandé à des amis. Mais normalement, on aurait pu leur payer leur café, mais on n'avait pas l'argent même pour payer le café des figurants. Voilà, c'est ça. Le passage au cahier du cinéma, mais à 22 ans, tu fondes une société de production quand même. C'est un acte un peu fou. C'était l'envie de produire justement Rohmer et tous ces gens-là. C'est encore une autre histoire. Il y a eu des intrigues au cahier du cinéma, il y a eu des luttes d'influence entre Jacques Rivette et Éric Rohmer. Et il y a eu un moment, un coup d'État à l'intérieur des cafés, à l'intérieur des cahiers. Et donc, Rohmer a été viré. C'est-à-dire qu'il n'était pas viré pendant longtemps parce qu'ils n'avaient pas trouvé l'argent pour le virer, qui était presque rien, son salaire était ridicule. Mais il s'est retrouvé à la rue, littéralement. Et à la rue, il était avec moi. Et puis, il y a eu Douchet aussi, plus tard. On était tous les 3 out. Et Rohmer, je lui dis, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et il dit, on peut faire une autre vue, un petit peu moins de gauche, parce que les cahiers, déjà, ils devenaient pro-chinois. Et peut-être moins de gauche, mais une revue. J'ai dit, non, ça, non, moi, je ne suis pas partant. Je pense que là, vous faites une série de films, il faut faire des films, il faut faire une société, on va faire une société. Et puis j'ai été moi-même déposer tous les papiers qu'il fallait pour faire une société, qui était une société de court-métrage, parce que ça coûtait plus cher de faire du long-métrage, donc c'était au départ, les films du Losange, c'était une toute petite société. Et voilà comment a démarré les films du Losange. Et au cours des ans, on a toujours cherché à avoir des cinéastes
glorieux à nos yeux. Y compris Rivette, qui vous a rejoint comme dans la société d'ailleurs. C'est ça qui est extraordinaire de la part de Rohmer, c'est que quand même Rivette l'avait vraiment mis à la porte et c'était horrible pour lui, pour sa vie personnelle, c'était horrible. Et il a toujours insisté pour qu'on produise Rivette en disant Rivette c'est le cinéma moderne par excellence. Il faut absolument ne pas rater la production. Je dis oui, mais c'est drôlement difficile, personne n'en veut, et tout ça. Non, il faut y arriver, il faut essayer. Donc c'est les films du Losange, parce que tu l'as pas cité, mais enfin c'est quand même une société qui existe toujours et qui travaille toujours énormément. Vous avez produit en effet évidemment beaucoup de films d'Éric Rohmer, Rivette, Eustache et plein d'autres, même des Fassbinder, je crois, même... Fassbinder, oui, j'avais beaucoup d'amis allemands, donc il y avait Daniel Schmidt, Werner Schroeter, Fassbinder, etc. Il y avait tout un moment où il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient là. Oui. Je fais peut-être une petite parenthèse pour revenir un poil en arrière, parce qu'on oublie peut-être trop souvent, à cause de ta carrière en France, et ton histoire française, que tu es aussi suisse, et que tes origines sont plus que multiples en fait, parce que tu as des liens avec plein de pays du monde, et que tu es avant tout un cinéaste voyageur. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que ça a commencé avec mon père, qui était géologue. Et géologue qui cherchait spécialement du pétrole. Donc il y avait des pays qui l'invitaient, qui lui donnaient une belle maison, disaient voilà, trouvez-nous du pétrole chez nous. Et donc c'est comme ça que je suis né à Téhéran, parce qu'il était en train de chercher du pétrole là-bas. Et donc après, c'est comme ça qu'il était en Amérique du Sud, il cherchait du pétrole là-bas aussi, etc. Et puis... quand mes parents ont divorcé, je me suis d'abord retrouvé en Suisse autour de l'âge de 10 ans. J'ai même été à l'école à Genève. Mais ma mère voulait absolument qu'on ait une éducation française. Et donc, elle a emmené moi et ma sœur à Paris, une femme qui décide comme ça que ses enfants doivent avoir une... Et il a fallu, bon, elle était divorcée bien sûr, il a fallu qu'elle trouve des endroits où on habitait, donc d'abord dans des hôtels, après dans des appartements, et il a fallu surtout qu'elle trouve des places dans les lycées et tout ça, c'était tout un... Je me rends compte maintenant de l'effort qu'elle a fait, et donc voilà. À un moment donné, la société de production des films du Losange se met à ton service, en quelque sorte. Enfin, comment c'est passé? À ton service, dans le sens où tu es passé derrière la caméra pour faire ton premier film. À quel moment s'est passé enfin, pourquoi cette envie, tout d'un coup, de te dire, ben voilà, maintenant, cette fois-ci, c'est mon tour, quelque part? Donc, moi, si vous voulez, c'était ça. On était à la Cinémathèque de la rue d'Ulm, à l'époque, et on était tout un groupe, les groupes du premier rang, les groupes du deuxième, troisième, quatrième rang, on se retrouvait toujours après les films pour en parler. Et donc, on parlait très souvent après le film, et on dépassait 1h du matin, qui était l'heure du dernier métro. Et donc, je me retrouvais à marcher chez moi, c'était pas trop loin, c'était moins d'1 heure, et ça me permettait de bien réfléchir encore à ce que je voulais faire. Et c'est au cours de ces marches, après 1h du matin, que j'ai décidé, voilà, ce que je veux faire, c'est faire des films. Et donc, après, j'ai commencé à dire, bon, mais alors, est-ce qu'il y a des gens jeunes qui font des films? Et je me suis aperçu que le cinéma n'est pas un art vraiment très jeune, comme la poésie ou la musique, ou qui s'apprête très très bien de ce que des enfants ou des jeunes adolescents aient un talent et une réussite extraordinaire. Là, dans le cinéma, ça ne se voyait pas beaucoup. Au contraire, j'avais regardé les dates que les grands cinéastes auxquels ils avaient fait un film, leur premier film. C'était tous après 30 ans, quelquefois 40 ans. Donc tu dis, bon, ben moi j'ai tout le temps, alors je vais apprendre avec Rohmer, et je vais apprendre aussi à faire une production. Donc je serai bien en place. Et évidemment,
2 ans après la fondation de la société, j'étais déjà en train d'écrire mon premier film Mort. Et bon, j'ai mis beaucoup de temps, mais j'étais déjà en train d'y penser, et en train de penser à le faire dans la maison où vivait ma mère, très bon marché, avec les mêmes systèmes de production que Rohmer, c'est-à-dire pas de son direct, très belle image, etc., etc. Voilà. Maison qui quand même, la maison de ta mère qui quand même se trouvait à Ibiza. Ce qui, voilà, c'est quand même important de le rappeler pour les spectateurs qui ne se souviendraient pas tout à fait de Mort, parce que ça a une certaine importance dans le film. Et justement, Mort est un film quand même qui, au sein de ce que, au fond, les films de Losange ont produit au début, est très différent. Comment est née l'idée de Mort, et évidemment, la deuxième question, c'est aussi comment tu as rencontré les Pink Floyd qui ont signé la musique et qui ont... Voilà. Sont... Le film s'était basé sur une histoire qui m'était arrivée, c'est-à-dire j'avais eu une histoire d'amour très, très passionnelle avec une jeune femme qui avait été junkie, qui avait donc pris de l'héroïne, et elle déployait des trésors d'ingéniosité pour prendre de l'héroïne avec moi, c'est-à-dire trouver une excuse pour elle de recommencer. Et c'est cette situation-là que j'ai... Bon, alors j'ai évidemment survécu parce que j'ai pas du tout essayé. J'ai absolument... Pour moi, c'était... Il y a une chose qu'il ne faut pas toucher, c'est ça. Comme aujourd'hui, je dirais, il ne faut pas toucher le crack, parce qu'on se rend compte que c'est délicieux le crack, c'est merveilleux. Mais on est sûr de se retrouver comme un fantôme au bout de 6 mois. Donc c'est très très mauvais, et l'héroïne c'est pareil. Donc j'en ai pas pris, mais j'ai été fasciné par cette situation. L'idée de faire un film sur une femme fatale en t-shirt. Qui donc séduisait des garçons pour pouvoir espérer de recommencer à prendre de l'héroïne. Voilà, donc ça c'était le scénario de base. L'autre chose, c'est que j'étais passionné aussi par tous les films américains de série, par Roger Corman. J'ai rencontré Roger Corman, on a même travaillé ensemble quand il est venu tourner à Monte-Carlo. On l'a aidé parce que lui, il était fasciné, parce que nous, on produisait pour moins cher que lui. Quand il a su que le budget initial de la collectionneuse devait être 30 000 $ ou quelque chose comme ça, le budget cash qui a été dépensé pour que le film existe, bien sûr, il restait tout le reste à payer, mais donc il était absolument fasciné par ça, et donc moi j'avais des contacts avec lui, et j'ai commencé à voir que si je voulais faire ce film, il fallait que je le fasse en anglais, parce que si je le faisais en français, et qu'il avait la nationalité française, le film serait interdit, ce qui est arrivé, Mort, il était complètement interdit. Et à l'époque, si un film était interdit, il était interdit à l'exportation. Donc là, c'est un film qui ne pouvait pas se vendre nulle part dans le monde s'il était français. Donc voilà, comme ça, j'ai terminé par faire mon premier film, un film pratiquement américain, en anglais. Parce qu'on me dit, mais vous êtes allé à Hollywood. Non, mon premier film était déjà un film plus ou moins américain. Avec Mimsy Farmer. Et alors, je reviens sur la question des Pink Floyd, parce que c'est vrai que cette musique des Pink Floyd est connue mondialement, et enfin, je veux dire, on connaît le disque du film, on connaît l'image du film aussi à cause du disque qui a été publié, donc ça a été aussi... comment tu les as choisis, ou comment vous vous êtes rencontrés? C'est très simple. Moi, j'avais découvert les Pink Floyd, les premiers disques, les tout premiers disques, qui étaient quelque chose d'absolument extraordinaire. Pas un grand succès. Le grand succès, leur premier grand succès, c'était la musique de Mort. Donc moi, je les avais approchés, et c'était des gens, c'était vraiment des génies. Il arrivait on était dans un studio à Londres, et ils discutaient entre eux d'un morceau. Je leur disais la durée qu'il fallait à peu près, l'atmosphère. Ils connaissaient le film, ils aimaient beaucoup le film. Et donc, ils décidaient entre eux des paroles, des répétitions. Et puis après, ils allaient direct à la cabine pour enregistrer. Donc, on a fait toute la musique du film, comme ça, en, je sais pas, 1 semaine, 15 jours maximum.
toute la musique du film était faite. Il n'y avait plus qu'à la mettre aux endroits où on avait prévu de la mettre. C'était pas fait comme d'habitude. La musique de film, ça s'arrête exactement pile à cet endroit-là, ça commence à cet endroit-là. Non, c'était un peu plus flou. Et ça marchait du tonnerre. On s'est tout de suite vu que c'était quelque chose d'extraordinaire pour le film, quoi. Quelle a été la réception du film? Parce que c'était ton premier film, c'est quand même... la réception du film, comment il a été accueilli, au fond La réception, en France, il était interdit, bien sûr, pendant suffisamment longtemps. Et puis... Je précise quand même que le film est sorti en 69, hein, c'est juste? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc on est quand même... Voilà, juste pour que tout le monde se resitue. Oui. Et bien, le succès a été énorme. Il y a eu toute une génération qui s'est vue là-dedans. Et je rencontre encore tous les jours des gens qui disent si je suis venu à Ibiza, c'est à cause de vous, à cause du film. Ce film m'a marqué pour toute la vie. Je dis quand même, ça a dû quand même changer là, récemment, non? Ils disent oui, mais quand même, c'est une marque pour vous. Oui. Donc voilà, c'est une espèce de succès comme on en voit peu dans sa vie. Et j'ai commencé comme ça. Donc j'étais très gâté et j'ai commencé à vouloir faire des films extrêmement difficiles et impossibles comme La Vallée, où j'ai décidé de faire un film sans scénario qui tient le coup. C'est-à-dire que pour moi, je voulais faire ne pas dépendre trop de la dramaturgie, mais faire un film contemplatif. Et alors, c'est là où j'ai appris que les films contemplatifs, ça ne fait pas le même nombre d'entrées que des films dramatiques comme Mort. Voilà. Mais en effet, c'est un film assez extraordinaire qui vaut la peine de redécouvrir. Mais alors justement, sauf erreur après ça, tu enchaînes avec ton premier documentaire, parce qu'il ne faut pas oublier que tu es aussi un grand cinéaste de documentaire et que tu as eu aussi des très grands succès avec tes documentaires. Et en l'occurrence, c'est évidemment le portrait de... Enfin, pardon, l'autoportrait de Idi Amin Dada, puisque c'est important, je crois, de le préciser. Et comment tu passes de La Vallée à un autoportrait de Idi Amin Dada, qui était donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un immense dictateur africain. C'est souvent comme ça, c'est-à-dire que je me vois, à l'époque, il n'y avait pas de l'Internet, donc je coupais des coupures de journaux sur ce dictateur qui envoyait des lettres à d'autres chefs d'État. C'était des lettres hilarantes, c'était un type qui paraissait vraiment tout à fait extraordinaire. Et je voulais vraiment en savoir plus sur lui. Et un ami producteur m'a dit est-ce que ça t'intéresse de faire un film sur un chef d'État? Nous, on fait une série de télévision à la télévision française, un chef d'État. J'ai dit écoute, moi, il n'y a qu'un chef d'État qui m'intéresse parce qu'il est la caricature de tous les autres, c'est Amin Dada. Il m'a dit ça t'intéresse? Et une semaine après, littéralement une semaine après, j'étais au milieu de l'Ouganda avec Nestor Almendros, grand chef opérateur. Il n'y avait même pas encore d'ingénieur du son ni d'assistant à la caméra, mais on était là. Non, j'ai dû quand même tourner parce que la première rencontre avec Amin Dada, je lui ai expliqué ce que je voulais faire. J'ai dit écoutez, je veux faire un film sur vous, mais il faut que vous me disiez vous-même qu'est-ce que vous voulez qu'il y a dans ce film. Parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui vous intéresse, vous. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un autoportrait. Et donc, c'est devenu très extrême, ma position, parce que je disais, bon, on attend à l'hôtel, et puis vous nous dites ce que vous faites dans la journée. Si vous voulez qu'on filme, vous nous dites et on vient. Et c'est se passé comme ça. Et donc, on allait très souvent, puis petit à petit, de fil en aiguille, je me suis lié un petit peu avec lui, on rigolait un petit peu, et donc il était quelqu'un de très agréable, très gentil, très innocent. C'était
un grand innocent et un grand charmeur. Bien qu'on savait que c'était un criminel, qu'il y avait quand même 300 000 morts dans le pays, mais il était vraiment très agréable, très gentil. Et Castro, qui lui s'était échappé de Cuba, disait c'est exactement, et Néstor Almendros, qui s'était échappé de Cuba, dit c'est exactement comme Castro, il est charmeur, tous les étrangers, tous tombent complètement amoureux de lui, le trouvent charmant, intelligent, merveilleux, et voilà. Et donc voilà, ça c'était ce film qui a eu aussi un énorme succès, qui a eu un succès comique. C'est-à-dire qu'il avait une manière très drôle de faire et de dire les choses. Et le film, je l'avais monté évidemment comme ça, mais toujours en voulant le respecter. Moi, je ne fais pas des films pour dénoncer en disant du mal. Le mal doit se voir et on doit être gêné de rigoler, etc. Et d'ailleurs, c'est un film terrifiant, parce que on sent les deux côtés. Et une fois que j'ai découvert ça, j'ai voulu répéter ce même genre d'expérience avec d'autres gens. Justement, j'allais te poser la question, parce que c'est ce qu'on appelle maintenant la trilogie du mal, mais qui, j'imagine, au début n'était pas une trilogie. Non, non, pas du tout, c'était juste ça. Et puis après j'ai dit, bon ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Paraît-il que les Khmers rouges étaient dans le nord je crois que c'était dans le nord de la Thaïlande. Et je dis, mais ils sont là dans un camp, ils ne savent pas s'ils vont faire la guerre, il y a Pol Pot, il y a tout son gouvernement, et je connaissais quelqu'un en Thaïlande qui m'a dit, moi je peux vous amener là-bas. Je dis, ça, si je peux faire un film, je fais un documentaire sur Pol Pot, évidemment, et sur tout son gouvernement. Je dis, mais évidemment, ils vont jamais accepter qu'on parle d'eux. Et j'avais trouvé un angle passionnant. Je dis, écoutez, nous, on ne veut pas du tout savoir ce que vous avez fait quand vous étiez au pouvoir. La seule chose qui m'intéresse, c'est vous, étudiants anticolonialistes à Paris, à la Sorbonne, etc. Alors, on peut même aller à Paris, filmer les endroits que vous voulez. C'est vous qui nous dites qu'est-ce qu'il faut dire et faire, et vous essayez de nous faire vivre et de nous faire comprendre comment vous étiez finalement petit à petit approché du pouvoir en étant pour l'indépendance de leur pays. Tu as fait le portrait aussi de l'avocat Jacques Vergès, quelques années plus tard, avocat de Klaus Barbie. Lui aussi fait partie de cette série de films sur les personnages. Et lui, alors, tu as décidé de l'approcher, ou tu as eu envie de l'approcher. Pourquoi? Oui, parce qu'il était mon idole à l'âge de 15 ans. Pendant la guerre d'Algérie, comment il a obtenu, parce qu'il a été très important pour obtenir l'indépendance d'Algérie. C'est encore un héros pour beaucoup d'Algériens. Et donc, pour moi, c'était mon héros. Et puis, évidemment, au cours des ans, après, petit à petit, j'ai vu que ce n'était pas quelqu'un d'aussi idéal que ça. Mais quand j'ai été le voir et que je lui ai parlé de comment j'étais quand j'avais 15-16 ans, il a fondu et il a tout de suite accepté de faire un film où, là encore, c'est lui qui ferait son propre portrait. C'était toujours mon approche, c'est jamais d'aller exploiter quelqu'un pour lui faire dire des choses terribles. Non, ils doivent le dire tout seuls. Et j'ai tellement poussé dans cette direction que l'avocat de la terreur, j'avais obtenu des relations avec lui telles que c'est lui qui m'a proposé le titre. C'est lui qui a trouvé le titre. Il dit, toi, tu sais, ton film, là, l'avocat de la terreur, ça serait un bon film. Ouais, donc c'est dire à quel point j'encourageais les gens à être eux-mêmes. Et
et tu termines ta trilogie voilà, du mal, on va dire, ou de la terreur, je ne sais pas, avec un moine, le fameux moine bouddhiste. Oui, là, on ne peut pas faire pire qu'un génocidaire. Alors là, c'était quelque chose de terrifiant. Moi, je suis très proche de la religion bouddhiste et je trouvais que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et quand je voyais qu'il y avait un moine bouddhiste important, vénéré, qui était à l'origine d'un véritable génocide qui a encore lieu, avec 1 million de personnes qui se sont enfuies du pays puisqu'ils allaient être massacrés. Donc là, ça devenait moins drôle. J'arrivais pas à lui faire dire des choses drôles, mais c'était quelque chose de très sérieux. Je voulais vraiment en savoir plus sur comment tout ça fonctionnait. Et puis en fait, ce que j'ai découvert, c'est que c'était la même chose qu'en Europe. J'étais jusque là-bas au bout, mais c'était exactement les mêmes paroles, le même anti-musulman, tous ces sentiments. C'était, comment est-ce qu'on peut dire maintenant, aujourd'hui, où il y a tout le temps des gens de droite qui veulent prendre le pouvoir en étant anti-musulmans. Tout ça, c'était un scénario qui était tout à fait celui de la politique européenne ou occidentale, disons, puisque ça concernait l'Amérique aussi. Donc, c'était rien de nouveau, c'était pas des découvertes, c'était tout simplement la version orientale de cette middle class haineuse. Revenons un petit peu en arrière, peut-être, pour passer aux États-Unis. Parce que il y a quand même un grand pan de ta carrière qui se déroule aux États-Unis, en tout cas dans le monde hollywoodien, dans le cinéma hollywoodien. Bon, quand on le voit sur le papier, ça semble très simple et très clair, mais probablement ça ne l'est pas. Et le premier film, si je ne m'abuse, de tous ces films tournés aux États-Unis ou liés aux États-Unis, c'est Barfly. Qui sera d'ailleurs présenté ici même, je vous le dirai après, enfin je vous rappellerai le moment, mais enfin il sera présenté dans le cadre des rencontres. Et en fait, comment tu es arrivé aux États-Unis? Je suis arrivé parce que j'étais en Grèce avec ma famille et il y a quelqu'un qui m'a raconté qu'il y avait un directeur de zoo qui voulait récupérer de force un gorille qu'il avait confié à une université qui voulait étudier si ce gorille pouvait apprendre le langage des sourds-muets, comme ça avait été fait avec des chimpanzés. Et donc, moi, je me suis précipité pour rencontrer le gorille, les personnes qui s'en occupaient, tout ça, et j'ai commencé à faire un film j'avais une idée de film de fiction, où ce gorille qui parlait le langage des sourds-muets allait être kidnappé, enfin récupéré par le directeur du zoo et la police, et s'enfuyait avec la femme qui était un peu sa maman, en quelque sorte. Et donc, il y avait tout un film comme ça, de fuite à travers l'Amérique. Et puis, donc, j'avais déjà écrit quelque chose sur ce thème, et puis j'ai trouvé, mais miraculeusement, sur place à San Francisco, un producteur qui se trouvait être le plus grand producteur, le plus vrai producteur, c'est-à-dire Saul Zaentz. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui finançait des films extraordinaires, le Mozart, enfin, il y a 5 films les plus extraordinaires de l'époque qui n'étaient pas faits par les studios, mais faits par lui, qui gardait tout l'argent du film et ensuite l'exploitait lui-même. C'était un cas unique. Eh bien, je suis arrivé à le rencontrer et à le convaincre de faire ce film sur le gorille qui s'échappait avec Et puis, il était d'accord, il a dit, bon, ben, on va faire ce film, rencontrons la jeune femme, faisons un deal avec elle pour qu'elle fasse le film, pas avec une actrice qui jouerait elle, mais qu'on aurait les droits d'avoir ce gorille qui parle le langage des sourds-muets.
Et puis, j'étais là pour la discussion avec cette jeune femme qui s'occupait de lui. Et elle a demandé, d'abord, elle a dit, mais oui, alors donc il faudrait savoir combien on paye, combien touche quelqu'un comme Jack Nicholson. Alors, on était tous très surpris. Mais le producteur qui voulait vraiment faire le film, il ne s'est pas laissé décontenancer. Il a dit, bon, oui, écoutez, oui, mais enfin, il commençait à négocier, à discuter, à essayer de se sortir de ce mauvais pas. Et puis, on n'y est pas arrivé. On n'est pas arrivé à la convaincre, alors qu'on avait un type qui était prêt à payer, pas le salaire de Jack Nicholson, mais quand même beaucoup, et qui va faire un vrai film. Moi, j'avais repéré des gens, parce que ça se terminait en Afrique. Ça se terminait en Afrique où on rencontrait des vrais gorilles. Et je devais faire des scènes avec les vrais gorilles et avec Coco. Enfin, c'était un film fou. Mais j'ai été là-bas, j'ai vu, tout était faisable. J'avais tout prévu. Et puis donc, ça s'est effondré. Il n'y avait jamais aucun autre producteur au monde qui pouvait s'intéresser à ça. Et donc, mais j'avais fait mes premiers pas dans le cinéma américain par la plus grande porte possible. Et puis, voilà. Alors donc, juste je rebondis pour que les gens se rendent compte quand même qu'un film existe. Parce que Coco, le gorille qui parle, oui. Finalement, tu transformes ça pour en faire un documentaire qui, sauf erreur, lui aussi a eu beaucoup de succès. Je me souviens, moi, de l'avoir vu en salle ici en Suisse. Enfin, il a été diffusé dans le monde entier. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que ce que j'étais en train de faire, c'est cette histoire de femme qui s'en va dans la clandestinité avec son gorille à travers l'Amérique, c'était pas à la hauteur du sujet. Que le sujet, c'était quelque chose d'immense. C'était à la fois ce qui est humain dans l'humain, ce qui est humain dans les animaux, quels sont les rapports entre les humains et les animaux. Tout ça, c'était un sujet absolument d'avant-garde. Aujourd'hui, tout le monde est sensible aux animaux, aux relations avec les animaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai suivi pendant 3 ans tous les gens qui travaillaient sur le langage des singes, même le langage des dauphins, etc. Donc j'ai vraiment pénétré le sujet et fait ce film. Ça m'a mis 3 ans au moins à faire un documentaire. Vous voyez. Et puis, après coup, pendant que j'étais en train de monter le documentaire à San Francisco, j'ai un ami, Tom Ledy, m'a fait lire Charles Bukowski. Et j'ai lu Charles Bukowski et j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai lu tous ses livres, j'étais passionné par lui. Et quand j'ai fini le gorille, j'ai été voir Bukowski et là, je lui ai dit, on a beaucoup sympathisé, mais je lui ai dit que je voulais faire un film sur lui, avec un scénario, qu'aucune des œuvres qu'il avait écrites ne me convenait pour l'adapter à l'écran, qu'il fallait qu'on trouve quelque chose et qu'on travaille, que lui travaille, enfin je l'encourageais à faire un scénario. Et j'ai dit même que je le payerais de ma poche pour l'aider. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré. L'histoire de comment on est arrivé à faire Barfly, c'est une très longue histoire qui dure 7 ans. Je me suis acharné pendant 7 ans pour faire ce film. Et donc, voilà. Alors après ces 7 ans, il est arrivé qu'il y avait quelqu'un d'autre sur lequel je faisais des collections de papier, où je coupais des articles de journaux sur Von Bülow, le fameux Von Bülow, qui était un type qui était accusé d'avoir tué sa femme. Et donc, j'étais complètement fasciné par le personnage lui-même, en plus de tous les détails. Et puis, parallèlement à ça, je voulais, comme j'avais goûté ce que c'était que d'avoir travailler avec un grand écrivain comme Bukowski, je cherchais désespérément qui était à Hollywood un écrivain immense que j'admirais et qui avait pour profession d'être scénariste. Et puis c'est comme ça que j'ai rencontré
le film que je n'ai pas rencontré, que j'ai découvert en voyant ses films, les films qu'il avait écrits, le film de... voilà. J'ai des trous comme ça. Désolé. Celui qui a écrit le scénario, tu dis? Quoi? Il a fini par écrire le scénario ou bien les films de... Oui, il a fini par écrire le scénario. Il était en train, quand je l'ai rencontré, ce scénariste que j'admirais, Kazan. C'était le fils de Kazan, le cinéaste Kazan. Et je l'ai rencontré parce que je l'admirais beaucoup. Et il ne savait pas que j'avais collectionné des tas de coupures papier et que c'était mon idole, von Bülow. Et il me parle, il me dit, je suis en train d'écrire un film sur von Bülow. Je dis, c'est pas possible, c'est le personnage qui me fascine le plus. Et donc, il a dit, mais oui, je suis en train d'écrire et je te le montrerai dès que j'ai fini, ou même si tu veux en voir avant, je suis ravi que tu sois... Lui, il aimait beaucoup Barfly, donc il était très... Et puis, voilà, c'est comme ça que ça fait le film de von Bülow. Von Bülow, donc, on retrouve Jeremy Irons, qui a d'ailleurs remporté ici le prix des rencontres et qui était présent l'année dernière, et Glenn Close. Jeremy a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour le film. Le film, c'est d'ailleurs qu'on va voir dans quelques instants. Est-ce que c'est ce film qui est vraiment le déclic par rapport au fait que tu vas pouvoir, mais peut-être que je me trompe, enchaîner d'autres films à Hollywood ou rester à Hollywood? Oui, bien sûr, puisqu'on était aux Oscars, ce qui était un truc pas facile avec ce film. Déjà, ce film, quand il était fini, je n'arrivais pas à le faire aller dans un petit festival dans les montagnes qui était le festival de Telluride, qui était un truc extraordinaire. Le studio qui distribuait le film ne voulait absolument pas. Il disait c'est ridicule, on ne va pas aller dans un festival avec un film pareil. Et puis, d'ailleurs, le festival de Cannes, j'ai dit non, on ne va pas montrer un film comme ça dans le festival de Cannes, etc. Donc, c'était un film qui n'était pas gagné non plus. Mais bon, petit à petit, ça a fait son chemin et le film a eu tellement de succès de critique que moi-même j'étais nommé comme meilleur metteur en scène et je ne l'ai pas eu, heureusement, parce que j'aurais fait quelque chose qui pourrait couler pour le restant de ma vie. Mais celui qui a été nommé, qui a gagné, c'était Jeremy Irons. Voilà. Dans les nombreux films que tu as faits à Hollywood, est-ce qu'il y en a l'un ou l'autre qui te marque plus particulièrement ou qui t'est resté plus particulièrement? Souvent, tu as abordé des genres qui sont quand même liés au thriller, au polar. Tu navigues autour de Hitchcock parfois, même assez souvent. Enfin, on sent bien quand même aussi tes différents visionnements de ton histoire à la Cinémathèque française à l'époque, dans ton jeune âge. Dans toute ce grand nombre de films, parce qu'il y en a, je veux dire, on peut pas tous les évoquer. J'entends, évidemment, il y a Single White Female, Kiss of Death, Before and After, Desperate Measures. Est-ce qu'il y en a un qui te... Oh, ben tous, hein. C'est des films dans lesquels je me suis jeté profondément, comme celui que je viens de décrire. C'était des expériences très très fortes et l'idée de travailler sur des scénarios jusqu'à ce qu'ils soient, à mon avis, vraiment parfaits pour pouvoir avoir des performances extraordinaires. Donc c'est aussi un travail sur le scénario et un travail de casting qui pour moi c'était tout. Donc pour moi le casting, même pour les tout petits rôles, je voyais quelquefois 20 personnes, 30 personnes pour un tout petit rôle, tellement je voulais que ce soit parfait sur le... Parce que moi
ce que je ressens le plus, c'est de voir un bon scénario, mais porté par un grand acteur, ça devient quelque chose de fantastique pour moi. C'est assez frappant quand on regarde tous les films que tu as réalisés, le nombre d'immenses acteurs avec lesquels tu as travaillé. J'entends Mickey Rourke, Faye Dunaway déjà dans Barfly, mais il y en a énormément d'autres. Au fond, comment tu... Mais souvent, à part quelques rares exceptions, à part Bulogi, à laquelle on peut rendre hommage parce qu'on la retrouve plusieurs fois dans ton œuvre, dans ton histoire, mais à part Bulogi, c'est souvent des acteurs différents, de film en film. Il n'y a pas des acteurs différents, si tu veux. Oui. Comment tu vas chercher l'acteur qui correspond à ce que tu veux? Je suis fasciné par les grands acteurs. Il y en a que j'aime beaucoup et je dis tout de suite, si je vois un rôle qui me convient parfaitement, je dis il faut absolument que j'arrive à convaincre tel acteur de faire ce petit rôle ou ce grand rôle ou ce rôle principal, mais pas le vraiment principal, etc. Donc c'est une passion, oui. Et à un moment donné où finalement tu sors de Hollywood, entre guillemets, enfin en tout cas tu vas tourner un film dans un pays que tu connais suite à ton enfance, c'est la Colombie, c'est La Vierge des Tueurs qui va aussi être projetée ici. Et donc ce serait important que tu nous en dises quelques mots. Là aussi, c'est un peu comme l'histoire avec Bukowski. J'ai demandé à tous mes amis colombiens pendant des années, je dis s'ils connaissaient un écrivain colombien avec qui je pourrais travailler, qui pourrait être intéressant pour moi. Et puis, je ne trouvais rien pendant plusieurs années. Et à ce moment-là, je ne trouvais pas. Et un beau jour, à ce moment-là à peu près, quelqu'un m'a dit, tu sais, tu devrais lire Fernando Vallejo. Et j'ai dit oui, pourquoi? Je vais voir. J'ai acheté un livre, j'ai adoré. Ensuite, j'ai acheté tous les livres. Et j'ai donc pris le premier avion pour aller le rencontrer en lui disant voilà, je veux faire un film avec vous en espagnol, tourné à Medellín. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, et il dit il y en a un, évidemment, c'est la Vierge des Tueurs. Je dis ah non, ça je peux pas. Elle dit pourquoi? Je dis parce qu'il y a 18 morts dans le film. Alors je ne vais pas faire un film dans lequel il y a 18 morts. Et il dit oui, mais c'est justifié quand même, etc. Je dis non, c'est pas la même chose. Toi, tu tues quelqu'un d'un coup de crayon. Moi, si je tue quelqu'un, ça devient quelque chose de beaucoup plus terrible au cinéma. On ne peut pas avoir un film avec 18 morts par les deux personnages principaux. Et on s'est beaucoup disputé, on a dit on va trouver autre chose, etc. Et puis finalement, je suis arrivé à une négociation sur le nombre de morts. Je crois qu'on est arrivé à 3 ou 4. Et à ce moment-là, j'étais d'accord. Et à ce moment-là, on est parti pour faire un film qui, aujourd'hui, les gens l'ont vu à la Cinémathèque française. C'est une grande salle pleine pour voir un film qui est vraiment provoquant. C'est vraiment provoquant, c'est-à-dire que non seulement ça parle de l'homosexualité, mais aussi de l'homosexualité avec un garçon de 16 ans qui donc frôle le domaine ultra dangereux des moins de 16 ans. Et donc, c'était un film très très provoquant. Et moi, j'admirais tellement l'écrivain que j'ai voulu donner vraiment le vrai ton qu'on trouve dans ses livres et le langage, etc. C'était une expérience inouïe pour moi. Surtout de découvrir à quel point il avait écrit le dialogue parfaitement pour la bouche de ces jeunes gens, qui étaient donc des jeunes gens que j'ai cherchés. Moi, j'ai mis 1 an à Medellín, j'ai vécu 1 an cherchant des jeunes Alain Delon. Ouais, en gros, dans ma tête, je cherchais des garçons aussi beaux que Alain Delon quand il avait 16 ans. Je me dis, bon, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé quand même quelque chose dans cette direction-là. Et c'était très, très, très compliqué. Mais voilà, j'ai appris à vivre à Medellín, j'ai appris tout ce qui se passait, la réalité de tout ce qui se passait là-bas. Donc, j'ai complètement pénétré dans encore
une aventure nouvelle. Et ça, c'était vraiment très différent, oui. L'heure tourne et le temps passe, donc j'aimerais peut-être te demander encore quelques mots sur deux films. L'un, c'est rappeler Ricardo et la peinture, parce que c'est le dernier film que tu as présenté, tu l'as présenté aussi à la Cinémathèque, il est sorti en France, il est encore à l'affiche dans un certain nombre de salles, qui est, contrairement à la trilogie du mal et à des films documentaires sur... voilà, d'un coup tu t'abordes, tu reviens à quelque chose de très pacifié, de magnifique sur la peinture, et tous ceux qui l'ont vu considèrent que c'est un des plus beaux films jamais faits sur l'acte de peindre, sur la réflexion autour de la peinture. Et dites-nous-en quelques mots pour donner encore aux gens qui n'auraient pas vu encore le film d'aller le voir. Il se trouve que un de mes quelques rares, vraiment meilleurs amis depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on est complètement amis, c'est-à-dire qu'on va très souvent voir des expositions dans des musées ou dans des expositions, et il m'en parle beaucoup, et moi je suis toujours fasciné. Je dis voilà, un jour je ferai un film avec toi. Et puis un beau jour, je me suis retrouvé ici à Lausanne, 2 ans avant le tournage, à m'asseoir à mon bureau et à commencer à écrire qu'est-ce que ça pourrait être l'approche de la peinture, de Ricardo, le concept du film qui est quand même très, très spécial, parce que c'est un film sur l'amitié, sur sa peinture, mais pas seulement sa peinture, sur la peinture elle-même. Donc c'est un espèce de... et sur la Bretagne où il vit, etc. Il y a beaucoup d'éléments très nouveaux, et puis, je ne sais pas, tout a marché d'une manière fantastique, et j'ai eu la surprise d'un film que je crois vraiment réussi, et que le public voit comme ça aussi. C'est pas forcément un public qui veut faire des millions d'entrées, mais un public dans lequel plus de 50% du public trouve que c'est un film sublime, magnifique, extraordinaire. Je dis ça m'est jamais arrivé avant dans ma vie de voir un film comme ça. Et comme c'est mon dernier film, ça tombe bien. Il y a une actrice avec laquelle tu as travaillé il n'y a pas si longtemps, que tu as fait venir à Ibiza dans la maison de famille, en quelque sorte, pour tourner Amnésia. Une actrice qui, elle aussi, a une grande carrière à Hollywood, mais aussi qui a travaillé qui est d'origine suisse, il faut quand même si tu peux me permettre de le rappeler quand même, comme toi, qui est là justement parce que ce soir, c'est une soirée exceptionnelle dans le cadre des rencontres, puisque c'est à toi qu'est décerné le trophée des rencontres, que tu vas découvrir dans quelques instants. C'est quelqu'un en qui je dois énormément, parce que ce film, je l'aime énormément, mais c'est vraiment elle qui tient le film, c'est avec elle qu'on l'a fait. Pour moi, c'est un film très réussi, et c'est aussi important pour moi, sa présence dans ce film, que tous les grands acteurs des films hollywoodiens. Pour mes films hollywoodiens, j'ai une relation passionnelle avec les films et les acteurs, et là, c'est un cas comme quoi on peut obtenir la même chose que j'obtenais à Hollywood, à Ibiza, à très bon marché. Voilà. On a le plaisir de l'accueillir. Marthe Keller. C'est devenu mon métier de donner des prix à Barbet Schroeder. C'est la deuxième fois que je lui donne un prix. Il le mérite. Et moi, j'étais presque triste que tu parlais de Ricardo et sa peinture, parce que je me suis dit, je veux juste dire quelques mots sur ce film. J'ai envie de pleurer, rien de dire le titre. Courez-y, si vous ne l'avez pas encore vu. Moi, je l'ai vu 3 fois. Et moi, je ne vois jamais les films 2 fois. Mais là, 3 fois, parce que c'est sur la jeunesse de 2 personnes
quand même un peu comme moi, âgés. Mais ils sont plus jeunes que tous les jeunes. Ça donne envie de vivre, de continuer de travailler, un respect sur l'amitié, sur la beauté du travail, sur la littérature, sur la peinture. Mais moi, j'ai rarement vu un film qui m'a autant bouleversé. Je ne le dis pas pour... si, je le dis aussi parce que c'est toi qui l'as fait. Mais c'est vraiment très plaisir, je n'imagine pas ce que tu dis. Je suis allée à la projection à Paris, où Barbet Schroeder est venu pour le présenter, et le film était terminé, et je le cherchais partout parce qu'on a besoin de parler quand on aime. Ça arrivera que j'aime à ce point-là. Je l'ai cherché, il n'était pas là. Je prends le téléphone, je dis, mais tu es où? Il me dit, à la maison, il pleut. Voilà, alors je donne ce prix que Yves Tana a fait, et je trouve c'est magnifique, parce que d'habitude c'est assez moche les prix, non? Mais celui-là est très beau. Il est vraiment très beau. Mais quand je t'aime tellement, regarde, allez voir ce film, sincèrement, c'est la nature, c'est la culture, c'est l'amitié, c'est la sagesse, c'est la beauté, c'est croire au monde qui va si mal. À ce moment-là, on oublie tout parce qu'il y a de l'espoir. C'est un film qui donne que de l'espoir. Ils courent tous les deux avec des sacs à dos, mais on a l'impression qu'ils sont 12 ans. C'est magnifique. En tout cas, voilà. Merci.